Africa Matin, l'interview. Didier Mkwa, bonjour. Bonjour Didier Kwamo, bonjour Merci. à tous les auditeurs. Merci infiniment d'être... Beaucoup de courage à toutes les familles Voilà. qui sont affectées par la catastrophe de la falaise de Tchang. On a écouté l'auditeur Félix du Dernier Poteau, Oui. enfant sonore de Tam Tam, de Salignolo. Oui. Il se trouve que la situation est grave. Est-ce qu'on va dire mardi noir, parce que c'était un mardi, Oui, mardi noir, pour les populations de l'Ouest, pour le Cameroun. pour les populations de la mer Noire, pour les populations de la falaise ou pour le Cameroun? Pour le Cameroun. C'est pour le Cameroun. Parce que je ne suis pas sûr que les victimes de cette catastrophe sont seulement originaires de la mer Noire. Les gens peuvent... Il ne faut pas oublier que Tchang, c'est quand même une ville universitaire. Il n'y a pas que des Camerounais originaires de la ville de Tchang qui fréquentent cette grande université, qui est presque la première université sur le ranking des universités. Je crois que l'université de Tchang est la première université du Cameroun aujourd'hui. Donc il n'y a pas que... Donc il faut tenir compte de ce facteur-là qu'on a tendance peut-être à ignorer. Il y a aussi les établissements scolaires à Tchang. Il y a les fonctionnaires qui travaillent à Tchang dans les services déconcentrés. Il y a des gens qui travaillent dans les banques à Tchang. Il y a des hommes d'affaires. Donc je ne suis pas sûr que si on arrivait aujourd'hui à trouver les corps des victimes qui sont encore dans les décombres, ces corps-là seraient uniquement les fils et les filles originaires de la mer Noire. Donc je pense que c'est une catastrophe qui touche le Cameroun et qui n'est pas seulement parlée au Cameroun. J'ai suivi des radios internationales qui communiquent, qui parlent de cette catastrophe-là, et c'est pas toujours, ça fait pas une bonne image pour le Cameroun. Est-ce que l'homme pouvait empêcher que cela survienne? Je dis non. Mais sauf que si des dispositions avaient été prises bien longtemps avant, si on s'était mis dans la logique de la prévention, je suis convaincu qu'on aurait eu des conséquences, mais peut-être pas meurtrières. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez l'impression que des jours après, on en soit déjà à devoir tirer des leçons ou à se demander qu'est-ce qu'il faut continuer de faire pour les sortir de là, ceux qui éventuellement y seraient encore? Le comportement antérieur des gens qui nous gouvernent me laisse un peu dubitatif par rapport à leur réaction, parce que ça a été toujours comme ça. Après, on voit des sorties des ministres, 2 ou 3 ministres, le ministre Laté ou bien Madame Koutes-Kecha, qui vont sur le site de la catastrophe, ou bien le ministre Nganou Djoumessi, qui font ce qu'ils savent faire. Bon, le chef d'État au courant, je suis venu ici vous présenter les compassions du chef de l'État, patati patata. Mais ce n'est pas ça. Les Camerounais n'ont pas besoin de ce genre de discours. Et même le président Biya a été élu parce qu'il a pris des engagements pour offrir quand même la sécurité, la garantie, l'amélioration d'une belle vie à ses compatriotes. Donc, il n'a pas été élu pour distiller à chaque fois des compassions. Encore que ce n'est pas la première fois. Il y a quand même des indicateurs. Il est connu que les hautes terres de l'Ouest, il est connu que l'instabilité des hautes terres de l'Est est un fait réel. Et ça a été l'un des indicateurs pour qu'on puisse intégrer la zone agroécologique de l'Ouest et Nord-Ouest comme une zone prioritaire pour ce qui est du programme national de lutte contre la désertification. S'il y a des auditeurs qui nous suivent, ils peuvent aller à Google, ils vont taper, ils vont trouver ce programme national de lutte contre la désertification qui concerne 3 grandes régions agroécologiques. Il y a la zone soudano-sahélienne qui prend la région de l'extrême nord et la région du nord. Il y a la zone de transition, c'est-à-dire Adamawa, et ensuite la zone de l'ouest. On connaît quel est le type de dégradation de terre à l'ouest qui peut être lié aux techniques culturelles, parce que les gens ont tendance à cultiver perpendiculairement. Il y a aussi, on le voit quand on voyage, chaque fois sur la route nationale numéro 5, de temps en temps, on voit comment
l'érosion, les pluies harcelaient l'action érosive avec l'eau de ruissellement et d'infiltration, c'est connu. Mais en retour, qu'est-ce qu'on fait? Nous qui avons eu le privilège de participer à un certain nombre d'études d'impact environnemental, où vous écoutez des géologues, des spécialistes de la géomorphologie, des vulcanologues. Disais quoi, moi, j'ai quand même eu pour enseigner en première année à l'université l'un des meilleurs vulcanologues de l'Afrique, le professeur Chua. Oui, monsieur. Donc, il nous disait que lorsqu'on veut construire les routes, on transforme un site, il faut penser à rétablir l'équilibre. Parce que quand vous voyez une montagne là, si vous percez le talus, ça veut dire que vous avez entamé l'équilibre de cette montagne là. Il faut tout faire pour rétablir l'équilibre. Dans cette zone d'instabilité notoire, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a quand même 3 techniques. Mais je disais quoi, moi? On peut y planter des eucalyptus. Parce que j'ai dit que l'eucalyptus est une essence hydromorphe qui a la capacité de pomper l'eau du sol et la rejeter dans l'air par le mécanisme d'évapotranspiration. C'est pour cela que lorsqu'il faut assécher un sol, on utilise l'eucalyptus. On l'a fait ici, à Douala, dans la zone portuaire, où se trouve, par exemple, la cimenterie d'Angoté, pour ne pas faire la publicité. Pour assécher cet endroit, toi qui as grandi, toi qui es né à Douala, tu as dû voir les eucalyptus à cet endroit. Parce que c'est une caractéristique des eucalyptus. Et dans la même région de l'Ouest, je t'ai parlé tout à l'heure de la réserve forestière de Bapou-Bana, qui est de 4800 hectares. 4800 hectares, la superficie de ce massif forestier. Nos parents, qui n'étaient pas des ingénieurs formés à Oxford ou bien à Harvard, très tôt avaient compris que pour stabiliser le talus, parce que là-bas on voit un peu le relief qui est très accidenté, qui à tout moment peut subir l'érosion, le sol, le terrain, le sol peut subir l'érosion et ces terres-là peuvent descendre et puis empêcher ou bien bloquer, rompre la circulation, le trafic routier, comme on a vu à Kékem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planté les eucalyptus un peu partout. Ce massif, la réserve forestière Bapou-Bana, est rempli d'eucalyptus. Et c'est pour ça que de ce côté-là, les talus les pentes qui sont très très fortes sont protégées. Parce que quand il pleut abondamment, l'eau ne reste pas longtemps dans le sol. Donc le sol n'est pas engorgé d'eau constamment comme à Bepanda Misoka ici. C'est-à-dire les eucalyptus fixe cette eau et renvoie dans la nature sous forme d'évapotranspiration. On aurait dû le faire. Oui, il faut restaurer les écosystèmes. Voilà. Ça, c'est la première technique de protection des talus, de stabilisation des talus. Tout à fait. Deuxième technique de protection, on peut utiliser par exemple les pierres. Quand vous allez à la douane, à l'entrée secondaire, je crois que c'est l'entrée principale du port autonome, du port ici à Douala, juste au niveau de l'ancienne direction des douanes, vous allez voir qu'il y a un talus. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé les pierres avec les grillages pour protéger ce talus. Et c'est même beau à voir. Peut-être ça peut coûter cher. Il y a une troisième technique. On utilise les membranes géosynthétiques pour protéger les talus. Mais lorsqu'on a un pays comme un qui est très riche, on n'est même pas obligé de passer par ces mécanismes. Lorsqu'on s'installe dans l'écotourisme, lorsqu'on sait qu'on peut développer l'écotourisme pour faire développer le pays, on pense aux infrastructures modernes de communication. Donc, cet endroit, on aurait pu construire des viaducs, on aurait pu construire un tunnel. Disais quoi, moi? Quand on imagine qu'il y a l'une des plus grandes réserves de bauxite du côté de Fongo-Tongo. Si demain il faut exploiter la bauxite de Fongo-Tongo, par où on passe?
on va transporter cela, l'alumine peut-être dans les tricycles, dans les camions. Il va falloir... on va aviser le moment venu, peut-être. Mais 64 ans après, on aurait pu penser à ça depuis, qu'on aurait conçu des viaducs et puis un tunnel. On n'en serait pas là aujourd'hui. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Ce n'est pas les moyens. C'est un problème de volonté politique. Est-ce qu'à chaque fois, c'est le bas peuple qui doit payer le tribut de la mauvaise gouvernance? Mais en parlant justement... À un moment donné, on dit non. Et en parlant du bas peuple qui peut-être doit apprendre à se prémunir par ses propres moyens... Le bas peuple ne peut rien faire. Il va faire quoi? Il va pas les moyens. Mais il peut se former, aux techniques adaptées aux conditions climatiques. En faisant quoi? Tu vas demander au bas peuple. Tu connais bien la falaise. Mais c'est vous qui parlez souvent d'utilisation, par exemple, des semences résistantes à la sécheresse. C'est un programme, monsieur. C'est tout un programme. Oui, il faut des moyens. Il faut des moyens être soutenu par le politique. C'est pas s'il faut planter, s'il faut par exemple, s'il faut planter, je ne sais pas, 100 000, 200 000 pieds d'eucalyptus, vous croyez que c'est le pauvre là qui va le faire? C'est un programme politique, monsieur. Et puis lorsqu'on parle d'un projet de reboisement, on parle en termes d'hectares. C'est pas 100 mètres carrés. Il y a même un projet de reboisement à Baput-Bana. On parle de 25 hectares. Et c'est l'État qui finance. Et souvent même c'est des ONG qui financent. Et c'est pour ça que j'interpelle même les maires de communes. Lorsqu'ils sont élus pour un mandat, il ne faudrait pas qu'ils pensent seulement à la prochaine mandature. Il faut qu'ils aient quand même la décence de penser à des projets durables. Parce que quand vous parlez par exemple de ce genre de projet au maire, si la maturation doit durer, c'est 3 ans, il trouve que c'est beaucoup. Oui. Tu vois, parce que quand il est élu, il a 1 an, 2 ans pour récupérer tout l'argent qu'il a dépensé pendant la campagne et il a 2 ans pour préparer à la prochaine élection. Voilà le projet, voilà leur agenda. Ouais. Et ce n'est pas faux. Ils sont rares les maires qui ne réfléchissent pas comme ça. Ils sont très rares. Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui à la mairie de Tchang avec le traitement des ordures ménagères, j'ai failli encore citer la mairie de Tchang, qui est cité partout dans le monde, même au niveau des grandes rencontres internationales. C'est depuis le temps du maire Sonkin déjà. Le maire Sonkin? Oui, le maire Sonkin. C'est lui qui a pensé que pour mieux traiter les ordures ménagères à Tchang, il fallait créer à côté de la mairie de Tchang une agence municipale. C'est ça. Et c'est dans tout ça se trouve dans le Code général de la décentralisation. Il fallait créer un agent municipal de gestion des déchets qui doit être autonome sur le plan financier et que la mairie ne doit être qu'une caution morale. Donc l'agent recrute ses propres salariés, a une autonomie financière, peut rechercher ses propres partenaires. Oui. Et c'est ce que l'AMGED est en train de faire. Même les plus petits composteurs, à un moment donné, sont partis à Nantes. Apprendre à composter. Dans le cadre du partenariat Bordeaux, c'était Nantes Compost. Oui, Nantes. Oui. Donc, voilà ce qui s'est passé. Mais il a passé un mandat. Mais il est parti. Mais ses œuvres parlent de lui. Absolument. Ses œuvres parlent de lui. Elles lui résisteront longtemps. Longtemps. Très longtemps. C'est ce qu'on demande aux maires. Oui. C'est pas la magie. Donc, il faut collaborer avec les organisations internationales, la société civile, les collectivités et tout ça. Tout part de la tête. Oui. Je viens à la mairie, j'ai 5 ans. Oui. Il faut que mes empreintes, que j'y mette mes empreintes qui doivent être, qui pouvaient résister après moi. Et puis, je monte un grand dossier. Oui. Mais est-ce que le Cameroun n'a pas ratifié des conventions, par exemple, à l'international? Vous parliez tout à l'heure de lutte contre la désastre. 1000 conventions. Mais pourquoi est-ce que la prévention, par exemple, des catastrophes comme celle-ci en ce moment... Non, ça ne suffit pas. Voilà, c'est bien beau de ratifier comme celle de la falaise de Tchang. C'est bien beau de ratifier des conventions, mais faut-il aujourd'hui les valoriser, les capitaliser. On a les 3 grandes conventions de Rio, on les a ratifiées. Il y a la convention cadre sur les changements climatiques, il y a la convention sur la biodiversité. Et effectivement, il y a la convention sur la désertification, sur la dégradation des sols. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. Rien du tout. Le problème, c'est la volonté politique. C'est-à-dire, il y a un ministre qui doit se lever, il va dire, bon, voilà, et comme les changements climatiques aujourd'hui touchent tous les secteurs d'activité, en Europe, excepté peut-être le ministère, même le ministère de la Défense, vous ne pouvez pas imaginer un plan de guerre, d'attaque, de riposte, de tout ça. Le climat. C'est pas possible. Pour ceux qui sont dans les zones aquatiques, dans les zones
d'eau. Oui. Donc vous ne pouvez pas faire sans tenir compte de la marée haute, des mouvements de mer. Ça veut dire que tout est imbriqué. Tout est imbriqué. Oui. Tout est imbriqué, tout s'alimente. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est un ministre qui peut arriver ou bien un président de la République. Mais le président Biya, il a fait sa part, il a pris des engagements. Il faudrait maintenant que le Premier ministre assume la continuité. Mais c'est là où il y a problème. C'est là où il y a cassure, c'est là où il y a une rupture. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que on n'a pas, les autres n'ont pas su vraiment transformer les discours ou bien les vœux du chef d'État, les rêves du chef d'État en réalité. Et puisqu'on est encore dans la célébration de ces 42 ans, c'est pour ça que j'ai parlé de flammes et fumée. On est dans le désespoir total. On aurait pu quand même capitaliser un certain nombre d'engagements qu'il a pris au niveau international. À un moment donné aussi, le chef d'État camerounais était vu, même dans le bassin du Congo, comme le seul chef d'État qui défendait la protection, la préservation du bassin du Congo. Et puis, en face de cela, vous avez des institutions financières internationales qui sont prêtes à mettre de l'argent. Il y a eu, par exemple, ce qu'on appelle les MDP, à une certaine époque, les mécanismes de déploiement propre, où il était question que certains pays de l'Europe, des États-Unis puissent accepter, respecter les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on leur disait que si vous voulez dépasser vos quotas, vous rentrez dans les pays en développement et vous payez les crédits carbone. Et vous financez, vous payez les crédits carbone. Si vous avez peut-être besoin d'1 million de tonnes de CO2, vous rentrez, par exemple, au Cameroun, vous financez un projet sobre carbone, par exemple, comme le traitement des ordures ménagères, parce que la décomposition des ordures ménagères rejette, est source de méthane. Le méthane qui est 20 fois plus puissant que le CO2. Donc, si on injecte de l'argent dans le traitement d'un projet sobre en carbone, on peut financer. Et c'est ce qui s'est passé avec Isacam à une certaine époque. Ils vendaient des crédits carbone à certaines entreprises en France. Donc, même tout ce qui tient lieu d'adaptation ou surtout d'atténuation, un grand projet de plantation des arbres peut devenir un projet sobre carbone, de bas carbone, qui peut trouver facilement des financements. Et c'est ce que, moi, il ne faut pas que j'oublie, je vais me sanctionner si j'oubliais sans le dire. Oui. Et c'est ce que le docteur Damoun Damdjouya, pendant longtemps, l'a fait à Fouman, dans sa commune. C'est une commune qui est très portée sur les questions de changement climatique. Le fait très avant-gardiste sur la question. M'avait amené dans sa réserve, dans son champ de cacao, qu'il présentait comme un champ d'atténuation de gaz à effet de serre. Et des travaux ont été faits dans ce champ et qu'il vendait, entre guillemets, il le présentait à la communauté internationale. Il disait que ma réserve, comment on appelle ça, mon champ de caféier a une capacité de stockage, de fixation de stockage important de gaz à effet de serre. Voilà ce que je fais. Et en retour, il bénéficiait des financements. Moi, j'étais là-bas, dans son champ. D'abord, la première chose qui m'a frappé, c'était l'autonomie énergétique. Il produisait l'électricité dans son champ. Et cette électricité, cette énergie électrique alimentait une petite unité de fabrication de farine, de maïs. Et l'autonomie et toute la zone était électrifiée. Même ses résidents qui étaient dans ce champ étaient électrifiés. Voilà tout ce qu'on demande aux mairies, de maturer des projets et aller chercher le financement à l'international. Didier, au moment de sortie de cet entretien, nous allons rappeler que le Cameroun, est-ce que je vais dire en deuil, parce qu'officiellement on n'a pas annoncé de deuil. Bon, peut-être on attend, peut-être qu'il y aura un communiqué officiel. Mais nous sommes dans le malheur. Dit exactement ce qui va se passer, ce qui s'est passé à Tchang. Nous sommes dans le malheur. Parce que tous les experts avec qui je discute, c'est pas fini. À tout moment, il peut encore avoir éboulement. Et la tragédie de la situation est telle que je pense, à mon avis, qu'on ne devrait pas arrêter
d'en parler, de titrer là-dessus. Et j'ai regretté que les parutions de journaux de ce vendredi Ils sont passés à autre chose. soient passées totalement à autre chose. Je vous le dis parce que nous suivons comment à Même, l'international ça marche. Ailleurs, il y en aurait presque que pour Tout cela. à fait, ouais. Ils en feraient des éditions spéciales Malheureusement, on a banalisé à la longueur mort de chez journée. nous. Il ne faut pas banaliser la Pas mort. banaliser la mort. Alors Didier Yimko, en quelques minutes, Tchan, la falaise, les jours d'après. Rien. Rien. On n'a que nos larmes. On n'a que nos yeux pour déverser les larmes. Rien. Moi, j'ai suivi la sortie du ministre des Travaux publics. Et bon, il est allé là-bas faire son one-man show. Bon, on va mailler. Il a parlé de maillage de la zone. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'après le pont sur la mer Noire, à gauche, il y a un passage. Il y a une voie à l'époque de contournement qui contournait la falaise jusqu'à Tchan. Bon, si on avait peut-être aménagé cette voie-là, peut-être l'impact, l'empreinte écologique sur la falaise serait assez faible. Malheureusement, on ne l'a pas fait parce que nous sommes toujours dans le courtisme, nous sommes toujours dans l'à peu près, dans les approximations. Il faut seulement prier Dieu que si à l'instant ou demain, il y a encore éboulement de terrain, qui est 0 victime. Voilà tout ce qu'on peut demander aujourd'hui. Prions le Dieu qui est pour nous tous, que si demain il y a encore éboulement de terrain, qu'il y ait 0 victime, qu'il n'y ait personne. Parce qu'à tout moment, ça peut arriver parce que les mêmes causes Produisent les mêmes effets, dans les mêmes conditions. dans les mêmes circonstances, malheureusement. Pensez pour les amis de Tchan, pensez pour toutes les familles endeuillées. Ce genre de situation fait que à peu près tout le monde connaisse au moins une personne qui connaît une personne impliquée dans, enfin j'allais dire malheureusement qui se retrouve là-dedans. Personne n'est à l'abri. Ce qui se passe là-bas peut se passer n'importe où, et des situations différentes peut-être, mais ça peut se passer un peu partout. Vous écoutez ABK Matin, c'était Didier Yimko à qui je dis merci infiniment. Merci Didier D'être passé par ici. Merci à la radio ABK. Merci infiniment, monsieur. Merci à vous. Encore pensez vraiment pour les familles des Tchan. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com. ABK Matin, encore et toujours des invités de qualité.